22h06 sur LCI qui nous accompagne ce soir pour cette émission. Général Nicolas Richoux, bonsoir à vous. Bonsoir Guillaume. Vous êtes ancien commandant de la 7e brigade blindée, si je ne me trompe pas. À force de le dire, en même temps, je l'ai connu presque par cœur, ce titre. Samantha de Bendern, vous aussi, je sais que vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, c'est ça? Vous voyez, là aussi, de tête. Je sais que vous êtes également ancienne officier politique de l'OTAN. Exact. Gallagher Fenwick, grand reporter, spécialiste des questions internationales de tête, à mon avis, c'est assez bluffant. Et Aurélien Duchesne, bonsoir à vous, je dois quand même regarder, consultant en géopolitique et défense. Et Louis Duclos qui est avec nous ce soir, bonsoir, analyste géopolitique. Alors, quand même, on le sait, ce week-end, on pense avoir un petit répit. Les bourses sont fermées, donc normalement, pas de panique sur les marchés financiers jusqu'à lundi, en tout cas sur l'affaire des droits de douane. Sauf que tout n'est pas réglé pour autant. On a encore énormément avancé sur le dossier. Le dernier avancement en date, c'est Donald Trump qui a décidé de reculer sur ce dossier, sur quelques cas particuliers seulement. Regardez, on apprend que plusieurs produits seront exemptés de surtaxe. Alors lesquels? Smartphone, ordinateur portable, disque dur, processeur, puce de mémoire vive. Bref, on voit que ça avance et on va se demander pourquoi ces produits sont exactement ciblés aujourd'hui. Louis Duclos, on assiste quand même là à un Donald Trump qui recule. Il est habitué, Donald Trump, à pouvoir, j'allais dire, s'arranger avec la vérité et dire finalement non, je ne l'ai pas dit, oui, j'ai dit, mais là on est quand même sur un j'ai dit et finalement je me rétracte. C'est toujours un peu la même stratégie de Trump. Il va faire une grande annonce qui va faire beaucoup de bruit et qui paraît complètement irréaliste. Et petit à petit, la réalité le rattrape. On l'avait vu quand il a dit qu'il allait faire une station balnéaire à Gaza. Ça avait fait beaucoup de bruit. Et puis bon, au final, les États-Unis ont fait comprendre que ça n'allait pas être le cas. Pareil pour mettre la fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Là, une fois de plus, c'est toujours la même chose. Donc il a fait cette grande annonce pour montrer qu'il allait s'attaquer à la Chine, que les États-Unis étaient dans une posture d'antagonisme vis-à-vis de la Chine et qu'ils n'avaient pas peur. Mais la réalité, c'est que la Chine s'en est prise aussi à l'économie américaine en mettant plus de droits de douane. Et au bras de fer, les Chinois n'ont pas cédé. Et il y a même des informations comme quoi l'équipe de Trump voulait à tout prix avoir Trump en appel avec Xi Jinping dans les jours qui viennent. Ouais. Et Xi Jinping a toujours refusé. Donc c'est-à-dire que là, en fait, je pense que c'est pour ça que Trump a commencé à reculer, parce qu'il a vu qu'en face, ça ne pliait pas et il n'est pas forcément en position de force face à la Chine. La Chine dépend moins des États-Unis que les États-Unis dépendent de la Chine, c'est-à-dire que ce que les Chinois importent des États-Unis, c'est des produits agricoles qu'on trouve sur les marchés mondiaux, donc ils ne sont pas gênés. Ils ont des accords avec le Brésil pour avoir du maïs, du sorgho. Ils n'ont pas besoin des produits américains. Et la grande bêtise de Trump, c'est qu'il ne voit pas que les États-Unis ont des avantages comparatifs extrêmement importants dans tout ce qui est les entreprises du web, et qu'ils n'ont pas besoin Est-ce qu'il l'a pas un peu compris, de faire revenir certaines industries aux États-Unis. Il y a un autre dossier chaud justement que le monde doit surveiller, c'est bien sûr la guerre en Ukraine. Justement sur place, on s'attend à ce que l'armée russe, figurez-vous, lance une grande offensive d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui le disent, et plusieurs zones du front sont concernées, notamment celles de Soumy et Kharkiv. Alors, Général Richoux, l'Ukraine, elle peut quand même se vanter de produire une partie de ses armes elle-même. Par exemple, on apprend que les missiles qu'elle fabrique sur son sol ont été multipliés par 8 l'année dernière, en 2024. 8. On est passé de 1 milliard à 9 milliards de dollars d'armes produites. Plus précisément, on a aussi réussi à doubler la production de drones à longue portée en 2024 et même 22 fois ce qu'on faisait en 2022. Donc on voit qu'on a décuplé les forces ukrainiennes. Et qu'on ne pensait pas que c'était réalisable pour un pays en guerre. Je crois qu'aujourd'hui, ils produisent à peu près 40% des armements. Entre 30 et 40%. Dont ils ont besoin. C'est absolument considérable. Quant aux drones, ils en produisent 4 millions aujourd'hui. 4 millions par an. Donc c'est absolument considérable. C'est le premier fabricant de drones. Alors, faut pas oublier que les Russes font pareil. Hein. Ils ont une très très grosse production de drones. Mais il y a quand même 200 entreprises high-tech qui travaillent pour les drones. Il y a 50 entreprises de très très haute technologie qui, pareil, travaillent dans cette industrie pour les drones. Et ce qui est nouveau, vous voyez, ils ont, par exemple, le missile Neptune qui avait tapé le Moskva, ils l'ont transformé en missile sol-sol, alors que c'était un missile contre les bâtiments, contre les navires. Et donc, ils ont transformé en missile. Et maintenant, ils ont des missiles de longue portée qu'ils n'avaient pas au début de la guerre. Donc, ils ont des drones de longue portée, ils ont aussi des missiles de longue portée. Et plus ça passe, plus on les renforce, plus la production ukrainienne se passera sur le territoire ukrainien. Donc l'équation américaine deviendra de moins en moins importante. Quant à nous, on continue à les aider de plus en plus, et donc nos productions augmentent également. Donc tout ça, c'est une bonne nouvelle, mais l'industrie, ça demande du temps. L'économie de guerre, ça se fait pas en 3 secondes. Et le temps de l'économie de guerre n'est pas le temps de la guerre.
La guerre, c'est l'immédiateté, on a besoin des munitions maintenant. L'économie de guerre, c'est à des mois, des années, etc., parce qu'il faut installer des usines, former des techniciens, etc. Voilà. Justement, Louis Duclos, est-ce que cette nouvelle super production ukrainienne, elle n'est due qu'à l'effort ukrainien, ou est-ce qu'on aide, nous, occidentaux, est-ce qu'on aide l'Ukraine justement à installer ses usines, à installer cette chaîne de production? On aide énormément. Hein. L'Occident apporte pas seulement des armes, mais également un savoir-faire, et notamment dans les usines de production d'armement. Ça, c'est sûr. Moi, je trouve qu'il y a un armement que je pense qui va être décisif, c'est la production de missiles balistiques ukrainiens. Donc ça, c'est une technologie qui est très difficile à développer, très difficile à mettre en place. Il faut la tester, ça prend du temps. Et c'est quelque chose, s'ils arrivent à le faire et en produire en masse, ça peut avoir un avantage, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir frapper la Russie en profondeur sur des milliers de kilomètres, et pas seulement avec des drones qui sont lents, qui mettent du temps, qui peuvent se faire facilement abattre, mais par des missiles qui vont frapper très fort. Et par exemple, je pense à la base d'Olenia, qui est près de Mourmansk, près de la frontière norvégienne. C'est de là que décollent les bombardiers stratégiques russes, avec des missiles balistiques qui pourraient très bien frapper fort et pousser la Russie dans ses retranchements, alors même qu'elle est déjà bien en profondeur dans son territoire. Samantha de Bendern, je rappelle 3 chiffres pour qu'on comprenne un petit peu l'ampleur de tout cela. En 2023, on fabriquait pour 1 milliard d'armes, hein, je l'ai dit, 1 milliard. Là, maintenant, on est passé à 9 milliards. Et on nous dit, du côté ukrainien, d'ici fin 2025, nous aurons la capacité de produire pour 35 milliards de dollars d'armes. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est parce qu'ils en ont besoin. Ils ont Bien pas sûr, le choix. on préférerait qu'ils n'aient pas à le faire. C'est ça ou la survie. Quand on parle, alors il y a plusieurs choses intéressantes. C'est que d'abord, vous avez demandé si l'Occident participe. Et les entreprises privées occidentales, il y en a beaucoup, qui font des joint ventures avec l'Ukraine. Il y a aussi des incubateurs. C'est-à-dire des genres de collaboration. Voilà, de collaboration. Il y a aussi l'Union européenne qui finance des petits incubateurs technologiques avec des entreprises ukrainiennes pour leur permettre de développer des armements de technologie de pointe qui sont ensuite redéveloppés en Ukraine. Et puis il y a le budget ukrainien. Le budget ukrainien, aujourd'hui, se consacre, alors je ne sais plus si c'est plus de 50% de son budget, 60% aux besoins militaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hôpitaux souffrent, ça veut dire que les écoles souffrent, ça veut dire que la reconstruction des routes souffre. C'est un pays en guerre. Mais il faut faire des choix. C'est un pays qui a une économie de guerre parce qu'elle n'a pas le choix, parce que sinon il ne va pas survivre. Donc oui, c'est normal qu'on dépense autant en armement. Et puis c'est aussi quelque chose dont bénéficient certains pays occidentaux, parce qu'ils achètent aussi beaucoup d'armements à des entreprises occidentales qui ne sont pas, elles, implantées en Ukraine, mais qui vendent à l'Ukraine. Donc, c'est pour ça aussi que le pays survit. Il faut savoir qu'en face, il y a la Russie, qui a aujourd'hui 7% de son PIB qui est consacré à l'armement, qui est aussi, alors, on parle pas des mêmes sommes, techniquement, un économiste vous dira que ce n'est pas une économie de guerre, mais c'est en tout cas une économie qui est tournée vers la guerre, et c'est un pays beaucoup plus grand que l'Ukraine, donc ce qui peut produire est plus important, et la Russie a des alliés qui n'ont pas d'état d'âme sur ce qu'ils vendent à la Russie et sur ce que la Russie fait avec les armes qu'on lui vend. On va faire un peu de fiction maintenant. Et si la Russie décidait d'attaquer un autre pays que l'Ukraine? L'OTAN, figurez-vous, s'y prépare. Alors pas juste avec des mots, pas juste en y réfléchissant, mais en établissant littéralement des cartes, parfois même en 3D, de ce que serait une situation d'invasion de la part de l'Ukraine. Elles sont notamment élaborées par l'armée française. Louis Duclos, est-ce que c'est relativement habituel qu'on modélise comme ça quelque chose qui est complètement hypothétique? Ah oui, c'est totalement normal. Et puis ça date pas d'aujourd'hui. Enfin, durant toute la guerre froide, chaque armée a des hypothèses, des scénarios de défense, des scénarios d'attaque. Il me semble que c'est la Suisse, il y a quelques années, qui a fait un exercice et qui simulait une attaque, une invasion française. Donc comme quoi, on voit que chaque pays voit comme il peut. Mais ça, c'est vraiment pas étonnant. Et il faut, honnêtement, enfin, je pense que mon général, vous serez d'accord avec moi, mais il faut que les armées soient prêtes, qu'elles aient des plans au cas où, s'il y a besoin d'attaquer, contre-attaquer, se défendre. Il faut que les armées soient prêtes, que des cartes soient établies en amont et qu'on puisse se défendre comme il le faut. Oui, c'est précisément ce que disent d'ailleurs les Néerlandais. Louis Duclos, est-ce que Poutine n'est pas en train de se mettre Trump à dos alors qu'il l'avait quasiment dans son escarcelle il y a encore quelques semaines?
C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que Poutine se joue de Trump depuis le début. On l'a vu avec le fameux cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Oui, à peine il était ça a donné, ouais. voilà, à peine était proclamé que déjà les Russes attaquaient les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Donc il se joue de lui, c'est sûr. Ce qui est difficile à savoir, en fait, c'est l'opacité de la relation entre Trump et Poutine. Il y en a qui disent que les renseignements russes ont travaillé Trump pendant des dizaines d'années. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est. On ne sait pas s'il est vraiment pro-russe ou si en fait il essaie de jouer le chaud et le froid. C'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que Poutine, il prend tout ce qu'il y a à prendre vis-à-vis de Trump, et surtout, il profite un peu de cette faiblesse de Trump à prendre des décisions fortes contre la Russie. Il en profite pour frapper fort l'Ukraine, et notamment pour frapper les civils. Samantha de Benderne, il vous reste 40 secondes. Voilà, le brief est clair. Moi, je pense que les relations entre Trump et Poutine ne sont pas encore très sérieusement endommagées par ce qui est en train de se passer. Et on n'a qu'à voir la façon dont l'envoyé spécial Stephen Witkoff a été accueilli par Poutine, photographié en étant accueilli par Poutine. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais être accueilli par Poutine en Russie, c'est en dire que c'est le summum, c'est peut-être un petit peu trop facile de dire, mais c'est pas facile d'avoir un rendez-vous avec Vladimir Poutine. Et là encore, je crois que ce qui est en train de se jouer, ce n'est pas que de la géopolitique, ce sont aussi des histoires de fric qui intéressent autant Donald Trump que Poutine et ceux qui les entourent. Il est 23h sur LCI, voici les titres qu'on va développer jusqu'à minuit. Vous vous demandiez quelle était la vision américaine de la paix en Ukraine. Eh bien, on commence à y voir un peu plus clair. Céder des territoires à la Russie et envoyer des troupes internationales pour assurer la paix. Vous connaissiez les soldats nord-coréens auprès des troupes russes. Désormais, ce sont les soldats chinois qui ont été repérés sur le sol ukrainien. Kiev en a la preuve. Et puis tout le monde se méfie bien sûr des espions russes. Et force est de constater qu'il y en a absolument partout. Dans les ambassades, bien sûr, sur des navires et même parfois dans l'eau. On va vous raconter tout ça dans un instant. Hier, ils ont parlé bien sûr de territoire, si bien qu'en revenant, Steve Witkoff a suggéré que le président Trump soutienne l'idée de transférer le contrôle des 4 régions ukrainiennes à Moscou. Ça veut dire que là, Aurélien Duchesne, on est en train d'acter officiellement que ces 4 régions, l'Ukraine ne les reverra jamais. Oui, surtout. Alors, il avait déjà tenu Witkoff cette position dans le podcast donc, de Tucker Carlson. Là où c'est bien très inquiétant, c'est que jusqu'ici, dans la bouche de J.D. Vance, avant qu'il devienne vice-président américain pendant la campagne électorale, J.D. Vance parlait d'un scénario à la coréenne, qui évoquait Gallagher, c'est-à-dire de geler la ligne de front. Oui. Mais on ne reconnaissait pas forcément la propriété, là encore pour reprendre le terme des Américains, de ces régions par la Russie. On faisait, au fond, ce qu'ont fait les Français et les Allemands en cédant quasiment des territoires ukrainiens à la Russie. On ne reconnaissait pas l'annexion, mais dans les faits, on jouait à la ligne de front. Là, on parle, côté américain, de plus en plus de l'idée évoqué par un certain Elon Musk à l'automne 2022, que la Russie, on pourrait reconnaître l'annexion de territoires pour de bon. Un deal Land for Peace, ce qu'on avait fait par exemple dans les Balkans. On a redessiné des frontières selon des tracés ethniques par exemple, mais là on le ferait en Ukraine. Et pour terminer là-dessus, quel serait le très gros problème là-dessus? C'est que tout l'édifice sur lequel est fondée aussi bien la charte de l'ONU par exemple, mais aussi les garanties de sécurité qui sont celles de l'OTAN ou de l'Union européenne s'effondrent. Si demain on transige sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine et qu'on dit que le Crime paie, que Poutine pourra avoir sacrifié des centaines de milliers de Russes, mais qu'à la fin le Crime paie, les Chinois auront feu vert pour attaquer Taïwan, l'Azerbaïdjan pour en finir avec l'Arménie, on ouvre la porte au pire si on fait ça. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en entendant la Russie, elle, évidemment, l'idée qu'on lui octroie ces 4 régions, plus la Crimée, bien sûr, qu'elle a toujours illégalement annexée depuis 2014, ça la réjouit, littéralement. Si bien que le ministre des Affaires étrangères russe a pris la parole pour dire que ce serait un juste retour historique des choses, qu'on reprenne le contrôle sur ces régions. Louis Duclos, est-ce que cette position, elle est vraiment tenable longtemps par l'Ukraine? Se dire que, en effet, la Russie n'a rien à exiger. Mais dans les faits, en fait, ça fait partie d'une négociation. Du coup, il va bien falloir aussi à un moment peut-être lâcher du lest quelque part, d'un côté. Je vous vois bouillir déjà Lynn Lebecq-Reimer. Louis Duclos d'abord. S'il y a du lest qui est lâché, il ne faut pas que ce soit sur la puissance militaire. La puissance militaire, c'est ce qu'il y a de plus important dans la souveraineté. C'est-à-dire que s'ils ne sont plus capables de se défendre, 5 ans après la paix, les Russes pourront attaquer à nouveau. Et là, mais pardon, on dit non à la puissance militaire, on dit non au territoire, il faudra bien trouver quelque chose.
Les territoires, il en a pris 20%, ça c'est fait. Oui, mais c'est pas encore acté officiellement. Il n'est pas acté que la Russie gardera ses territoires. Allez dire ça aux Ukrainiens. Le pourcentage du territoire qui est prêt, c'est déjà exorbitant. Mais il y a une chose... Certes, mais entre le voir dans les faits et l'acter politiquement, c'est irréalisable. C'est absolument irréalisable. Moi, je suis absolument d'accord. C'est pas ce que disent les Ukrainiens. Sans puissance militaire, c'est fini. Et d'ailleurs, je rappelle quand même, il faut en dire deux mots, que le projet de réassurance français, c'est un projet de réassurance qui s'adosse à la puissance militaire ukrainienne. C'est pas du tout un projet de force d'interposition. Il faut voir ça. Et moi, quand on m'en a parlé à l'état-major des armées, on m'a dit clairement, le meilleur exemple, c'est la 24e DI qui est en Corée du Sud. La 24e DI, elle est en soutien, me semble-t il, des forces sud-coréennes, dans le cas où elle serait attaquée. Donc il ne s'agit absolument pas de forces d'interposition qui seraient là pour séparer les parties. Il s'agit de donner des assurances aux Ukrainiens. Donc il faut une armée qui soit absolument performante. Justement. Ça, c'est absolument inacceptable. Parlons un petit peu de chiffres, Louis Duclos, je vais vous repasser la parole, mais juste quand on parle de réduire, on parle de combien ? Eh bien, en l'état, en 2022, l'armée ukrainienne, c'était 200 000 soldats. Là, aujourd'hui, on est à 900 000. Et ce que voudrait la Russie, c'est 85 000, c'est-à-dire réduire par 10. Louis Duclos. Oui, comme j'ai dit, c'est vraiment réduire en même temps la souveraineté de l'Ukraine. Et au final, l'Ukraine, ça deviendrait le projet de Vladimir Poutine, ça deviendrait un État vassal sur lequel la Russie a toute puissance et peut décider de tout, notamment du choix du président, parce qu'au final, s'il n'y a pas de militaires pour sauvegarder les institutions ukrainiennes, dans ce cas-là, les Russes peuvent mettre qui veulent à la tête du pays. C'est absolument... Alors déjà, les territoires, c'est intolérable, mais enfin, la taille de l'armée, c'est impensable. Et l'Ukraine n'acceptera jamais et ne doit surtout pas accepter. Puisqu'on parle d'armée, on va aussi parler de soldats avec cette question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des soldats chinois qui se battent aux côtés des troupes russes en Ukraine ? Eh bien, Volodymyr Zelensky semble avoir la réponse, oui, et il sera même nombreux. Écoutez. Nous disposons d'informations selon lesquelles au moins plusieurs centaines de ressortissants chinois combattent au sein des forces d'occupation russes. Cela signifie que la Russie tente clairement de prolonger la guerre, même en utilisant des vies chinoises. Là, quand même, Louis Duclos, on est en train de parler, si je ne m'abuse, si on comprend bien, de citoyens chinois qui auraient fait le choix individuellement de venir en Russie et de s'engager auprès des forces armées. On n'est pas sur des soldats qu'on a fournis de la part, en effet, du gouvernement. C'est ce qu'expliquait à l'instant Louise Malnois. Exactement. Donc ça veut dire que c'est très différent. Par exemple, on peut penser aux soldats nord-coréens qui se sont battus pour la Russie. Là, ça place la Corée du Nord dans un état de co-belligérance dans ce conflit. Là, c'est pas le cas. Voilà, là, si c'est des individuels qui viennent parce qu'on leur promet beaucoup d'argent, une meilleure situation et peut-être la citoyenneté russe à la fin de la guerre, là, donc, dans ce cas-là, c'est pas de la co-belligérance parce que ce n'est pas une directive de Pékin, une décision étatique d'apporter un soutien militaire à la Russie dans ce conflit. Donc c'est très différent. Oui, Duclos. Ouais, moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que justement, je pense qu'il faut être un peu nuancé sur cette situation. C'est que quelques Chinois, on sait qu'il y a des Népalais, des Indiens, des Tadjiks, des Ouzbeks, voilà, des Sri Lankais, des Cubains aussi, à tel point que Cuba, qui est quand même très proche de la Russie, a dû contacter Moscou pour dire arrêtez de nous prendre nos mecs parce que ça ne se fait pas. Donc je pense qu'il faut être quand même nuancé. La Chine, c'est un pays avec une démographie absolument énorme. Ils sont plus d'1,5 milliard. Donc forcément, dans cette masse énorme, c'est pas étonnant qu'il y ait plusieurs centaines d'hommes qui veuillent aller chercher ailleurs en Russie, chercher une meilleure vie, et du coup s'engager dans l'armée comme ça parce qu'on leur promet beaucoup de choses. Et on sait que la Russie a justement promis à ses Népalais, à ses Indiens, etc., la citoyenneté russe, beaucoup d'argent, et puis en plus d'être un héros de la patrie. Donc je pense qu'on est vraiment encore loin aujourd'hui d'une co-belligérance de la part de troupes chinoises, et ce serait absolument contre-productif pour la Chine aujourd'hui. Alors, un dernier mot, on a parlé d'officiers. Il ne faudrait pas être naïf de penser que les Chinois n'envoient pas des officiers de liaison pour voir comment se passe la guerre. Dans toutes les guerres, il y a des officiers de liaison. Pendant la guerre civile, que Gallagher connaît mieux que moi, il y avait des officiers britanniques, des officiers français, toutes les armées occidentales de l'époque. C'est pas pareil. Mais bien sûr, mais on parle d'officiers. Il y a forcément quelques officiers chinois dans les états-majors russes pour observer la manière dont on fait la guerre. Il y a des officiers chinois derrière en Europe, tout va bien. Mais non, ça ne va pas. Tout va bien, alors. Et tous leurs alliés, on voit une équipe de liaison pour observer comment ça se passe. Je vais vous montrer un petit peu de bleu pour apaiser un petit peu la situation sur ce plateau. Vous allez voir une série de photos d'ailleurs d'un navire. Un navire qui s'appelle le Viktor Leonov. Et c'est un bateau de 100 mètres de long appartenant à la marine russe. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'il s'agit aussi et surtout d'un navire de renseignement russe. Il a été localisé dans les eaux irlandaises en début de semaine. Alors donc les autorités ont tenté évidemment d'entrer en contact avec lui, mais
aucune réponse, absolument aucune. Il n'a jamais voulu dire ce qu'il fabriquait là. D'où la question, qu'est-ce qu'il pouvait faire là, Aurélien Duchesne? Alors, on avait déjà eu un précédent dans la même région de navires de renseignement. Apparemment, c'était pour espionner au niveau d'installation de type câble, etc. Donc, on rappelle des câbles pour transporter, par exemple, simplement les réseaux Internet. On a eu également, par exemple, aussi un petit peu de l'affichage de présence. On avait eu, alors là, cette fois, pas dans les eaux des îles britanniques, mais au large de la Syrie, par exemple, ce navire qui avait refusé, parce qu'il était il avait une avarie, il avait refusé un soutien occidental. On s'est rendu compte que c'était sans doute un navire russe de renseignement. Là, cette fois, il s'agissait de surveiller l'activité au niveau des côtes du Levant. Et enfin, dans les activités, je vais y arriver, qu'ils peuvent surveiller, il y a aussi quelque chose où le renseignement militaire russe se spécialise de plus en plus. Je ne dis pas que c'est forcément le cas ici, mais c'est la guerre des grands fonds marins. C'est-à-dire que, par exemple, dans la Baltique, où ils ont déjà sectionné un câble entre la Finlande et l'Estonie, qui était, vous me direz, je crois, 100 mètres de profondeur à peine. 120, je crois. Ouais. 120, très précisément 120. Ils ont déjà des capacités, mais ils développent des capacités aussi de plus en plus profondes. Et c'est ce que fait aussi d'ailleurs la France, si on arrive à voter tous les budgets. Une des priorités de la loi de programmation militaire, c'est de faire ça pour ne pas être pris demain au dépourvu. Louis Duclos, quand même, sur cette histoire d'espionnage, est-ce que les Russes espionnent plus que les autres? Ou est-ce que tout le monde fait pareil? C'est juste qu'eux, on a un peu plus l'œil tourné vers Moscou, quoi. Je pense que de toute manière, tout le monde espionne tout le monde, mais eux, ils ont quelque chose en plus, c'est qu'ils sont très agressifs dans la manière dont ils font les choses. Ils vont directement chez nous. On a vu même en France les fameux cercueils qui ont été placés sous la tour Eiffel, les mains rouges et les étoiles de David taguées sur les murs. Ils sont très agressifs dans leurs actions. C'est quelque chose où là, les services occidentaux, en tout cas, essaient d'être beaucoup plus discrets. Mais en tout cas, la couleur est affichée par la Russie. Ils sont dans une posture d'antagonisme certain et ce qu'ils veulent, c'est nous nuire le plus possible.